Honorables invités et participants, bonjour. Bienvenue à la troisième et dernière journée des rencontres virtuelles du marché des titres publics, les RMTP, édition 2021, organisée par UEMOA Titres en partenariat avec le Trésor du Togo et la Société ouest-africaine de gestion d'actifs, SWAGA. Depuis le mercredi 20 janvier, date du début de cet événement, nous avons assisté à la session d'ouverture avec la guest speaking session ainsi qu'à 2 panels et 3 focus pays. Un programme riche dispensé par des intervenants de qualité et qui nous donne beaucoup de matière à réfléchir sur la thématique générale de cette conférence qui est, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, la gestion collective et les investisseurs institutionnels, deux leviers pour mobiliser, épargner et renforcer la résilience du marché des titres publics. Je rappelle qu'hier, au deuxième jour de cet événement, nous avons suivi d'abord le Focus Pays numéro 2 dédié aux États de la Guinée-Bissau et du Niger, autour de la thématique la réduction du déficit en infrastructures, stratégie de financement et impact sur la croissance. Ensuite, nous avons présenté le second panel qui avait pour thème l'élargissement de la base des investisseurs, comment atteindre les gestionnaires institutionnels. Il a été suivi par le Focus Pays numéro 3 consacré aux États du Burkina et du Mali. Et les délégations des deux pays nous ont gratifié de brillantes communications sur les enjeux et la diversification de la base des exportations. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de suivre 2 panels et un focus pays. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de poser vos questions à partir de l'onglet QR qui s'affiche sur vos écrans. Nous vous invitons donc à le faire tout au long de la session concernée. Nous démarrons cette journée par le panel numéro 3 dédié aux titres publics, outils de gestion des engagements à long terme. En introduction de ce panel et pour nous poser le contexte sur les outils de gestion des engagements à long terme, nous appelons M. Abdou Cissé qui assurera également la modération de ce panel. Nous invitons les panélistes messieurs Brice Ouetton, Ibrahim Silla et Salih Bakayoko à bien vouloir ouvrir leur caméra tout au long des interventions. M. Cissé, la parole est à vous. Excellent panel. Bonjour à tous et je commence par remercier UEMOA Titres pour m'avoir associé à ces travaux de 2021. Je voudrais saluer vraiment l'ensemble des efforts de UEMOA Titres parce que rassembler les acteurs du marché financier pour qu'on discute ensemble de l'avenir de nos financements et surtout du financement de nos États, je pense que c'est un excellent travail mené par l'équipe UEMOA Titres et qu'il faut réellement saluer. Pour ce qui concerne le panel 3 qui nous réunit aujourd'hui, les titres publics, outils de gestion des engagements à long terme. À l'heure des débats sur la mondialisation et la démondialisation des économies, avec notamment la crise de la COVID-19, et des questions relatives au financement du développement des pays du Sud, la question du financement endogène du développement de l'Afrique se pose avec plus d'acuité que jamais. Le marché financier régional continue de faire preuve d'utilité en tant qu'outil de mobilisation de l'épargne et de financement des économies, offrant à tout profil d'investisseurs de nouvelles opportunités en complément au financement traditionnel du système bancaire. C'est dans ce contexte qu'UEMOA Titres nous a invités à ce panel 3 avec les objectifs suivants. Échanger sur l'utilité des titres publics pour les investisseurs institutionnels, réfléchir à des moyens de diversifier l'utilité finale des titres publics en élargissant la base des investisseurs locaux à travers une politique appropriée de gestion des instruments de levée de dette publique. Et enfin, échanger autour des mesures pratiques à prendre
afin de mettre en place un modèle opérationnel. Je pense que rien qu'au fait qu'on cherche à bâtir un modèle opérationnel, je pense que c'est encore l'occasion de féliciter toute l'équipe du mois titre pour inviter des acteurs comme nous à travailler sur le sujet. Ce panel, donc, se tiendra avec 3 évidents présentateurs et fils d'Afrique qui ont fait leurs preuves au cours de tout leur parcours. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais camper le débat et vu que j'ai très bien suivi les 2 premières journées, je voudrais rajouter une petite touche qui consisterait à regarder ensemble le marché international des dettes publiques pour qu'on voie exactement, nous, notre zone UEMOA, comment on se positionne par rapport au monde, comment les autres se débrouillent dans le monde et qu'est-ce que nous avons à faire pour nous en sortir. Pour cela, je vais revenir à l'essentiel, c'est de savoir quels sont les problèmes de nos États. Ils ont tous pour problème de bâtir nos structures. Bâtir nos structures. Dans ce cadre, ils sont en perpétuel besoin de financement de nos économies. Et la question du financement endogène, en particulier par les investisseurs institutionnels, les précipite dans un cycle. Pourquoi? Parce que les États ont besoin des investisseurs institutionnels. Ces derniers ont besoin des entreprises et des ménages. Les entreprises et les ménages doivent mobiliser l'épargne, certes, mais ont besoin aussi de l'État qui doit leur fournir des services afin qu'ils puissent investir dans des projets de développement. Donc, nous partons de l'État et nous revenons vers l'État. C'est encore la preuve que l'ensemble des efforts que nous sommes en train de faire doivent impliquer l'État du début jusqu'à la fin. Et donc, rapidement, le contexte du marché des titres à l'international, le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons est structuré autour de crises et de transitions. Si nous faisons la remarque, depuis les années 1971 jusqu'à maintenant, nous sommes empêtrés perpétuellement dans des crises et des transitions. Et ces crises et ces transitions posent certes des problèmes au point où tous les États s'endettent. Nous, du côté de l'UEMOA, nous nous endettons et nous remboursons nos dettes. Si l'on regarde l'Occident, marqué par l'Europe continentale, les États-Unis et l'Angleterre, nous avons une zone où les gens s'endettent, donc disposent de dettes publiques, mais en dehors de ces dettes publiques, depuis la crise de 2008, ils ont aussi monétisé une partie de leurs dettes publiques en se basant sur un relationnel avec leur banque centrale. Et depuis l'année dernière, avec les problèmes que pose la COVID-19, nous les voyons monétiser leur plan anti-Covid. Et je fais une différence fondamentale entre le fait de monétiser des dettes et le fait de monétiser le plan anti-Covid. Monétiser des dettes, ils le font. Comment? Parce que leur banque centrale est invitée à racheter des dettes publiques des États qui arrivent à échéance. Et donc les garde dans son bilan. Quand on est arrivé en début 2020 avec le problème de la COVID-19, pour financer ce plan anti-Covid, les États européens et occidentaux avaient la possibilité d'émettre directement des titres publics que leur banque centrale rachète aussitôt. Voilà dans quel contexte l'Occident a vécu
ce qui les pousse aujourd'hui à se retrouver dans un environnement de taux négatifs. Et il faudrait juste que nous retenions une seule chose dans l'histoire des taux négatifs. Une chose, à savoir que lorsqu'un pays emprunte à taux négatif, mathématiquement, on peut expliquer cela comme quoi ce pays n'a pas la capacité de rembourser ses dettes. Mais nous n'allons pas nous cantonner à notre zone africaine et à l'Occident. Pourquoi? Parce qu'il existe un autre pan du monde qui est en train de s'organiser, c'est-à-dire le côté de la Chine, le côté de l'Asie, le côté du Pacifique et surtout la Russie. Pourquoi? Parce que cette zone, globalement, n'a pas monétisé ses dettes et n'a pas monétisé le Covid. Mais c'est une zone qui est en train de s'organiser. Et je peux même aller plus loin dans ce cadre. Pourquoi? Parce que la Chine a mis en place un fixing de l'or. La Chine a mis en place un marché à terme du pétrole. Et la Chine a organisé le commerce asiatique et pacifique, puisque depuis les années 2010, lorsqu'ils ont commencé à ne plus avoir des dollars, la Chine s'est organisée avec sa banque centrale et par des lignes de swap, la Chine alimente le réseau et dédollarise complètement la zone. La Chine s'est débrouillée pour que la zone Asie-Pacifique-Russie n'ait plus besoin de se cantonner au dollar pour échanger. C'est extraordinaire. Et si on pousse un peu plus loin, on se rend même compte que la Chine est en train, sans bruit ni tintamarre, d'organiser une forme de plan Marshall pour développer toute l'Asie et le Pacifique. Donc, voilà le contexte mondial des dettes publiques tel que je peux le présenter. Maintenant, on ne peut pas parler de dette sans parler de croissance et sans parler d'inflation, parce que la corrélation est très forte. Aujourd'hui, il faut qu'on remarque, nous, que du côté des deux plus grandes banques centrales du monde, la BCE et la Fed, si on regarde une forme de rétrospective de 2020, on se rend compte que ces banques centrales ont décidé de ne plus cibler l'inflation et ont décidé aussi de ne pas repenser leur futur par une forme de sacro-sainte de la croissance. Ça, c'est riche d'enseignements. Il ne faut surtout pas oublier aussi comment la Chine a développé ses provinces. Il était très clair que lorsque la Chine avait un projet, ce qui se passait, c'est qu'il venait l'exposer à sa banque. La banque était partie prenante du projet et était membre du projet. Donc, le financement se faisait à double. Et la ligne de crédit pouvait disparaître dans la ligne comptée comme engagement par rapport à la banque donnée. Et toute la Chine s'est développée dans ce cadre. Je ne pourrais pas aller trop loin dans ces domaines parce que nous voulons traiter les relationnels entre nos investisseurs institutionnels, nos États et nous-mêmes pour nous développer. Et c'est dans ce cadre que je vais inviter mes panélistes à se présenter très brièvement en 5 minutes en présentant aussi leur structure et au-delà, nous présenter en 10 minutes leur panel. Pour cela, nous avons l'honneur d'avoir sur le plateau M. Ibrahima Silla, directeur général du CRAE, UEMOA, M. Brice Ouetton, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, et M. Saliou Bakayoko, président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire et directeur général de Sounou, Côte d'Ivoire. Je vais laisser la parole à M. Ibrahima Silla pour démarrer sa présentation. Alors, je vous remercie. Pour me présenter, je crois beaucoup plus la structure que je représente que moi-même parce que là, je suis M. Silla Ibrahim, comme vous l'avez dit. Je suis membre du personnel de la Banque centrale.
mais en détachement auprès de la CRAE-UMOA. La CRAE-UMOA, qui est la caisse de retraite par répartition avec épargne de l'Union monétaire ouest-africaine, qui couvre donc les 8 pays de l'Union. La CRAE-UMOA, qui est une caisse de retraite à l'origine créée en 1979, donc il y a 41 ans, 42 ans, par la Banque centrale pour uniquement son personnel. Et puis, chemin faisant, la Banque centrale a ouvert donc la CRAE au secteur financier, dont elle a su, bien entendu, la régulation. Secteur financier étant entendu que là, il faut comprendre les banques commerciales, il faut comprendre la Banque ouest-africaine de développement, il faut comprendre la Commission de l'UEMOA, toutes les institutions qui sont dans la zone et qui sont dans le domaine financier. Ça va chercher jusqu'à la BRVM. Et puis, au fur et à mesure qu'on gagnait du monde, on a pu élargir à partir du 1er janvier 2019, élargir, n'est-ce pas, ce secteur financier au domaine des assurances. Donc aujourd'hui, en termes de retraite complémentaire, parce que c'est la retraite complémentaire que nous faisons, complémentaire par rapport aux caisses locales, en termes de retraite complémentaire, les compagnies d'assurance peuvent également émarger à la CRAE-UMOA. Donc, les domaines d'intervention de la CRAE, c'est la répartition essentiellement, où nous avons 2 régimes. Un régime qui est dédié au personnel cadre et un autre régime, un second régime dédié, n'est-ce pas, au personnel non cadre de nos banques et de nos institutions financières, y compris la Banque centrale. Il y a un régime par capitalisation qui s'oppose à la répartition, évidemment, que nous avons depuis les années 2000, qui aujourd'hui commence à progresser, à donner de bons résultats, toujours en complémentaire. Et puis nous avons un fonds, c'est-à-dire que, vous savez, quand les assureurs, ce n'est pas des critiques que je réadresse, comme M. Bakayoko est avec nous. En réalité, moi-même, je suis assureur à l'origine. Quand vous partez à la retraite, les assureurs ne s'occupent plus de vous. Ils vous lâchent. Donc, la CRAE s'est dit, bon, écoutez, on peut mettre en place, pendant que vous êtes en activité, un système qui vous permettra, au moment où vous partez à la retraite, d'assurer votre couverture médicale. Pendant que vous êtes en activité, votre entreprise, votre banque ou bien votre institution financière assure la partie frais médicaux et d'hospitalisation. Et quand vous allez à la retraite, la CRAE s'en occupe parce que vous avez souscrit dès le départ. En termes de chiffres, pour terminer sur mon intervention, en termes de chiffres, je dirais que nous avons 30 000 cotisants. Les retraités que nous avons à travers les 8 pays de l'Union sont au nombre de 5 000 à peu près. Et puis, pour ce qui est du portefeuille d'actifs, et pour la partie qui nous concerne aujourd'hui, la CRAE-UMOA a un portefeuille évalué au 31 décembre 2020 qui se chiffre environ à 251 milliards, dont 78 milliards quand même d'investissements en titre d'État. Voilà ce que je peux dire. Donc, les obligations, y compris les obligations d'État publiques, représentent 52%, et puis les liquidités, les DAT, 25%, et puis l'immobilier, par exemple, est à 8%. C'est vous dire nos activités et la force de nos activités sur le marché quand même. Alors, voilà, M. Cissé, ce que je peux dire pour présenter la CRAE-UMOA. J'ajouterais que certainement au cours du débat, on aura abordé tout ce qu'il faut en termes de facilitation, que ça vienne du régulateur, que ça vienne
des intermédiaires pour qu'on puisse effectivement booster ces investissements au niveau public. Je terminerai vraiment là-dessus en indiquant que nous avons la capacité d'investissement et sommes à la recherche, évidemment, sur le marché de possibilités, c'est-à-dire de répondants qui soient dans la sécurité et dans la rentabilité, effectivement. Donc, le couple risque-rentabilité, voilà, c'est risque-rendement, c'est ce que nous recherchons sur le marché, comme tout investisseur. Sinon, pour ce qui est de la capacité, à notre humble niveau, nous avons quand même une forte capacité d'investissement. Merci beaucoup. Ah, Monsieur Cissé, je ne vous entends plus. Oui. C'est bon maintenant. Merci, Monsieur Sylla. Je disais que je pense qu'il vaut mieux qu'on vous laisse continuer sur la lancée et présenter votre panel avant de passer aux autres panélistes. Merci, Monsieur Cissé, de me repasser la parole. Je pense que quand on regarde l'évolution de l'économie, sans être économiste ni même financier, quand on regarde l'évolution dans nos pays des données économiques, on se rend compte que ce n'est pas à tous les niveaux que les initiatives privées peuvent, si elles ne s'appuient pas sur la force publique, les initiatives privées, je pense, ne peuvent pas prospérer nécessairement. Tout ce que nous faisons sur ce marché-là, je pense qu'il serait très important et très intéressant de s'appuyer sur la force publique. C'est l'État qui peut impulser. Par la régulation, je pense, honnêtement, par la régulation, l'État peut faire en sorte que les États, la force publique peut faire en sorte que on ait cet engouement-là par la fiscalité, par la régulation, tout cet ensemble-là, faire en sorte qu'on puisse, en tant qu'investisseur institutionnel, être beaucoup plus rassuré. Parce que quand on n'est pas rassuré, on n'y va pas. Être rassuré et savoir qu'on peut, par ce biais-là, fructifier nos réserves. Parce que aussi bien l'assureur que, je dirais, l'assureur sécurité sociale ou retraite, quand on regarde, on se rend compte qu'on a besoin nécessairement de faire des placements. De faire des placements pour ce qui concerne nos réserves. Parce que nous conjuguons surtout l'assureur vie et l'assureur retraite, tout se conjugue dans le futur, c'est-à-dire à terme. Donc, tout ce qui est produit long, je pense qu'il faut qu'on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, il faut que ce soit encouragé à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est du court terme ne nous arrangerait pas nécessairement. Voilà. Ce que je peux vraiment dire, c'est que nous sommes en attente d'une organisation du marché qui puisse nous permettre de nous engager parce que quand on fait de la retraite, on ne raisonne pas en 5 ans, on ne raisonne pas en 7 ans, c'est à partir de 10, 15, 20 ans qu'on raisonne. Donc, tout ce qui peut avoir sur le marché comme possibilité de placement à long terme nous intéresserait. Voilà, c'est principalement ce que je peux ajouter à ce stade. Merci, M. Sylla. Merci. Nous avons bien entendu votre exposé et 2 points attirent notre attention et nous vous en remercions aussi. C'est le fait même que vous ayez martelé que c'est l'État qui peut impulser au niveau du marché. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que faire des facilitations de par la fiscalité et la régulation, et peut-être d'autres domaines, serait vraiment bienvenu.
Mais quand vous dites aussi que vous êtes en attente d'une organisation du marché, vous nous rejoignez aussi vraiment dans nos attentes, parce que je pense que c'est la raison pour laquelle même j'ai commencé par féliciter l'équipe UEMOA Titre, parce que je pense que de telles rencontres sont les débuts d'organisation du marché. Je pense que le travail que fait M. Adrien Diouf est en train vraiment de payer, parce que sur 3 ans, si on en est arrivé là, on est en train vraiment de s'organiser et vraiment de bâtir un modèle pour notre marché. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je reviendrai vers vous parce que j'ai quand même beaucoup de questions qui touchent les caisses de retraite, mais on aura l'occasion d'échanger dans ce domaine. Je vais laisser la parole à M. Brice Ouetton, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Et nous attendons aussi une brève présentation des activités de la Caisse de dépôt, parce que très souvent dans la zone africaine, les gens ont beaucoup de mal à percevoir l'utilité réelle d'une caisse de dépôt et de consignation. Et donc, on vous laissera aussi présenter votre panel en quelques minutes. Merci. OK, merci beaucoup, Monsieur Cissé. C'est également un plaisir pour moi de faire partie de ce panel. Je voudrais sincèrement remercier UEMOA Titre pour cette opportunité qui est offerte à la Caisse de dépôt et consignation du Bénin de faire partie de cet échange-là. Je suis Brice Ouetton, économiste financier, un ancien de la Banque centrale. Je suis agent détaché de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Et je suis nommé depuis janvier 2020 pour mettre en route la Caisse de dépôt et consignation du Bénin. Voilà ce que je peux dire de ma personne. En ce qui concerne les caisses de dépôt, je vais partager une petite présentation qui me permettra de passer en revue l'utilité des caisses de dépôt, quelle est la situation, parler un peu du contexte et permettre à ce que les participants puissent comprendre un peu plus le rôle des caisses de dépôt et en particulier quelle peut être leur intervention dans le contexte qui est le nôtre actuellement et dans le cadre de cette activité. En termes de les caisses de dépôt, je vais faire un peu le contexte. Disons que les caisses de dépôt sont en réalité des instruments nouveaux, des acteurs nouveaux qui sont en train de venir sur le marché, enfin, dans le contexte financier de la sous-région, mais c'est des instruments qui existent depuis des centaines d'années, 200 ans en France, qui fait partie des noyaux durs à partir desquels ça a commencé. C'est de véritables instruments alternatifs pour le gouvernement, c'est des banquiers publics qui sont là en réalité pour aller capter au niveau de l'économie les ressources que nous appelons plus ou moins oisives et pour les mettre, les sécuriser, les mettre au service du développement. Elles constituent de véritables outils de soutien à la mise en œuvre et au financement des politiques publiques et en agissant comme des investisseurs de très long terme en appui au système bancaire classique. Au départ, je crois que l'arrivée des caisses de dépôt a attiré la hantise de certains acteurs du marché financier et monétaire, les banques. Et je crois qu'avec le temps, elles sont en train de comprendre, que c'est leurs partenaires. Les caisses de dépôt ne sont pas des concurrents des banques ni d'aucun autre acteur. Ils viennent en complément pour conforter le système. En termes de mobilisation de ressources, elles mobilisent beaucoup de ressources. Les lois leur confèrent des ressources qu'elles sont censées mobiliser de façon légale, mais également, elles ont pour mission d'investir généralement dans tout ce qui est intérêt général, trouver des solutions pour des problèmes collectifs, que ce soit les villes durables, le développement territorial. Et vous pouvez vous en rendre compte avec tout ce que nous sommes en train de voir, les précédents panels, des besoins énormes qu'on a en termes de développement territorial parce que toute la superstructure, l'infrastructure est quasi inexistante. Ça rentre un peu dans le cadre de
développement que M. Cissé a présenté au départ, les besoins sont énormes. Hein, les besoins sont énormes en termes d'infrastructures qui constituent la base de la relance de l'économie. Et en même temps, en contrepartie, les capacités pour financer sont réduites. Les banques sont là pour relativement le court terme. On peut le constater avec la Banque centrale que, d'une façon générale, le financement de nos économies par les banques, c'est beaucoup plus le court terme, alors que nos États ont besoin de ressources très longues. D'où l'utilité des titres publics et tout l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les caisses de dépôt doivent intervenir dans le logement abordable, dans le financement des petites et moyennes entreprises, dans le programme d'investissement, l'industrialisation, et tout ça, on sait, c'est des manques qu'il y a au niveau de notre économie. Et donc, je fais l'emphase pour aller sur la Caisse de dépôt et consignation du Bénin, qui fait partie des tout derniers, qui est la toute dernière créée dans l'UEMOA. Dans l'UEMOA, il y a 5 caisses de dépôt disponibles. Il y a le Sénégal qui est le premier, je crois, en 2016. Il y a le Mali en 2016. Il y a le Burkina, la Côte d'Ivoire en 2018, 2017-2018. Et donc, et le Bénin qui est arrivé en octobre dernier, avec une particularité qui a permis quand même de capitaliser sur l'expérience des autres caisses de dépôt qui sont en train d'être mises en place. De sorte qu'aujourd'hui, la loi qui a permis la mise en place de la caisse de dépôt du Bénin a pris en compte certaines failles qu'on a pu noter au niveau du Sénégal qui font que ça n'a pas bougé comme cela se doit. Donc aujourd'hui, la caisse de dépôt et consignation du Bénin, c'est une institution financière nationale, une établissement public et dotée d'une personnalité morale et de l'autonomie financière, investie d'une mission d'intérêt général en appui aux politiques publiques mises en œuvre par l'État et par les collectivités territoriales. Donc, nous, ici, on l'appelle la Banque de développement des territoires, qui va accompagner les territoires. Vous pouvez noter que pendant longtemps, les territoires ont voulu faire des emprunts, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a des questions de garantie. L'État central étant déjà limité en termes d'endettement, ne peut pas aller s'engager là-bas. Et donc, c'est des éléments limitatifs du financement du développement globalement. Et donc, les caisses de dépôt aujourd'hui sont en train d'arriver comme des véritables acteurs nouveaux qui doivent compléter le dispositif. Quelle est la particularité de la caisse de dépôt et consignation du Bénin? Aujourd'hui, la loi est claire, elle ne consent ni d'avance au trésor ni à la caisse autonome d'amortissement. C'est pour préserver l'expérience que nous avons continuée avec les banques publiques entre-temps. Et donc, elle peut financer à travers des titres, et là, elle vient sur le marché et accompagne l'État, mais elle ne donne jamais d'avance directe à l'État. Elle n'est pas une banque, c'est une institution spéciale qui n'est pas sous contrôle de la Banque centrale, parce que pour pouvoir respecter et accomplir sa mission d'acteur majeur sur le financement très long, elle ne peut pas respecter les ratios prudentiels mis en place par la Banque centrale. Elle est autonome, elle est supervisée en termes de gouvernance par ce qu'on appelle la commission de surveillance, qui est constituée d'acteurs, de sachants avertis et qui permettent d'auto-contrôler et fonctionner en quelque chose comme les banques de développement, qui aujourd'hui n'ont pas d'organes de supervision. Quand vous prenez la BAD, mais respectent les normes des institutions financières de cette taille-là et pouvoir lui permettre d'aller au-delà. C'est une institution financière qui allie, comme l'a dit le président, le directeur de la CRAE, le couple rentabilité-sécurité. Elle ne subventionne pas, même si elle finance, mais elle peut se projeter plus loin dans son besoin de gagner de l'argent en finançant l'homme. Elle vient combler le manque sur le marché, là où le secteur privé ne peut pas aller, et en intervenant comme un acteur à effet levier pour permettre à ce que les secteurs qui sont en manque soient complétés. Et donc, les caisses de dépôt aujourd'hui sont des instruments majeurs et des acteurs extrêmement importants pour le développement du marché financier. Et donc, la particularité également aujourd'hui, c'est que la loi a conféré à la Caisse de dépôt du Bénin de gérer tous les excédents de ressources des caisses de retraite. Et je vais arriver, c'est ça la particularité. Aujourd'hui, la Caisse de dépôt béninoise est en train de faire 1 an de mise en route, mais elle a déjà totalisé pratiquement 500 milliards de ressources. Elle est déjà acteur du marché financier, comme vous le constaterez plus tard. Quelles sont les missions, les métiers de la Caisse de dépôt? Et donc, au terme de l'article 3 de la Caisse de dépôt de la loi portant création de la Caisse de dépôt, elle reçoit, conserve et gère les dépôts et valeurs appartenant des organes
et fonds qui sont tenus ou qui le demandent. Les conciliations judiciaires, gérer toutes les conciliations administratives, les conciliations des opérateurs télécoms, des conciliations des opérateurs d'électrification, pour de distribution d'électricité. Hein, gérer tous les fonds publics et privés que le législateur estime devoir le confier. Elle gère également les excédents des fonds de retraite. Et dans ce cadre, la loi a prévu que toutes les réserves techniques placées à plus de 3 ans au niveau des caisses de sécurité sociale soient transférées et à la caisse de dépôt qui en devient le dépositaire en termes de gestion financière, même si elle rémunère ces caisses de dépôt tout en tenant compte d'assurer leur équilibre pour qu'elles puissent continuer de fonctionner. Voilà ce que j'ai pour le compte du tiers. Les caisses de dépôt sont aujourd'hui des tiers de confiance de référence parce que tous les tiers, que ce soit dans le secteur judiciaire, que ce soit tout fonds de tiers détenu par nos tiers dans le contexte béninois est tenu par la Caisse de dépôt et consignation qui fait de lui une source majeure de mobilisation de ressources long, court, toutes sortes, mais qui permet quand même de jouer son rôle en tant qu'investisseur contracyclique. La Caisse de dépôt regarde ce que je viens vous présenter à 3 missions, 3 métiers majeurs. Un métier d'investisseur général qui consiste essentiellement au sourcing et donc doit contribuer au financement de projets structurants d'infrastructures pour le gouvernement, aussi bien en appui aux politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement central que par les collectivités sectorielles, les participations stratégiques, un investissement dans l'immobilier. Donc, tous les secteurs qui précédemment étaient plus ou moins pris en compte par les caisses, mais qui n'en ont pas les moyens de pouvoir aller plus loin, sont confiés au Caisse de dépôt. Ce n'est pas nouveau, c'est des modèles relativement solides qui ont été déjà mis en œuvre par des pays comme la France, l'Italie, la Belgique. En Afrique, tout près ici, c'est le Maroc qui continue la référence avec la Caisse de dépôt et de gestion qui a fait d'excellents travaux, financement et investissement pour le développement du Maroc. Investissement financier parce que lorsque vous gérez en termes d'émission de titres, en termes de garantie, en termes d'emploi obligataire, en termes d'achat. Et donc, les caisses de dépôt, de par ce métier, sont à la fois acteurs en termes d'investisseurs institutionnels, mais également des metteurs, donc des acteurs majeurs pour le développement des titres financiers, des titres publics et pour le développement du marché financier. Et j'ai pour le compte du tiers également. Et donc, tout ça dans leur rôle de tiers de confiance de référence. Au Bénin, la Caisse de dépôt et consignation a 4 objectifs stratégiques. Le premier, c'est la mobilisation de l'épargne nationale, où qu'elle soit, chez qui soit, de sorte à préserver, à sécuriser, à les reconduire, à les transférer vers les secteurs ayant le besoin d'investissement, et surtout les produits structurants avec fort impact. C'est un acteur qui doit intervenir dans les périodes contracycliques. C'est un investisseur contracyclique, non seulement de très long terme, mais contracyclique dans les périodes comme la COVID. Si elle était complètement fonctionnelle, devait être un acteur majeur pour permettre de booster. Je ne lève pas une vérité en disant que dans le cadre de la France, la relance post-Covid a été portée essentiellement par la Caisse de dépôt, qui a mis plus de 26 milliards d'euros dans les 100 milliards que le gouvernement a consenti à partir de ses fonds propres. C'est pour vous dire que c'est des instruments vraiment majeurs. La Caisse de dépôt et de financement, la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin a également comme objectif stratégique de participer au financement des PME, qui à la longue vont permettre de générer des emplois, permettent également aux caisses de sécurité sociale d'avoir beaucoup plus de cotisants et, in fine, avoir beaucoup plus de ressources à pouvoir investir dans les projets longs. Et pour rester un peu dans la logique de ce qu'a dit M. Sylla, lorsqu'on gère des fonds de ce type, on est là effectivement pour parler des ressources très longues, des possibilités d'investir dans le long terme. Enfin, l'un des rôles majeurs, c'est la dynamisation et l'approfondissement du marché financier, notamment en ce qui concerne son compartiment secondaire. La Caisse de dépôt béninois a pour mission, objectif de travailler aussi bien au plan national qu'au plan régional, puisque aujourd'hui, elle est déjà un acteur majeur, comme vous le constaterez tout à l'heure à la suite de ma présentation. Et donc, d'où proviennent les ressources? Nous avons la cartographie des ressources, c'est 3 types de ressources, c'est les fonds, les dépôts, les consignations administratives, les consignations judiciaires. Aujourd'hui, la Caisse de dépôt béninoise a déjà mis en place
plusieurs dispositifs, à commencer par collecter l'épargne auprès des notaires, toute la profession judiciaire, les consignations administratives auprès des opérateurs publics ou privés qui détiennent des fonds de tiers, elle les récupère déjà. Et donc, aujourd'hui, elle est en train de se préparer pour rentrer dans la phase active d'intervention sur le marché, même si elle est déjà un acteur majeur du marché. Ce mode, c'est essentiellement le sourcing, le montage de projets de bout en bout, surtout de projets structurants, de bout en bout, en amont, en aval, aussi bien pour accompagner le gouvernement que les acteurs des collectivités territoriales. Elle appuie les PME, elle promeut les structures stratégiques innovantes, elle finance les zones d'activité et des projets immobiliers, et elle utilise comme instrument majeur également le partenariat public-privé pour pouvoir booster et accompagner les financements. Elle intervient en co-investisseur en complément du marché, comme je l'ai dit tantôt, sans perturber le reste du marché. Elle est de confiance au service des acteurs du secteur public. En termes de gouvernance, il y a une commission de surveillance qui a un comité d'audit et de risque, un comité d'investissement et des comités optionnels de recrutement des ressources humaines, consultatifs stratégiques, et pour mettre ici la gouvernance à un niveau qui puisse permettre d'avoir la crédibilité et lui permettre à même d'aller mobiliser également des ressources au-delà du contexte national, mais sur le marché financier international. Je ne parle pas de la direction générale qui a des comités exécutifs, je vais passer dessus. Maintenant, quel peut être le rôle des caisses de dépôt? J'ai déjà commencé par aborder cette question depuis tout au long de ma présentation, mais je voudrais insister sur quelques points dans le contexte où nous sommes. Donc, on peut le constater avec le président Patel. Les titres publics constituent, à n'en point douter, des outils majeurs pour le financement de nos économies, caractérisés pour la plupart par un manque de création d'infrastructures de base et modernes, des infrastructures modernes, une difficulté de nos gouvernements à couvrir les besoins énormes, un besoin de financement long, et d'où l'utilité des caisses de dépôt en tant qu'acteur majeur à mettre égard. En tant qu'investisseur de très long terme, au regard des ressources qu'elles mobilisent, les ressources des fonds de retraite, les ressources judiciaires, les consignations judiciaires et tous les fonds qu'elles mobilisent, et toutes les formes de consignation qui sont des ressources détenues pour le très long terme, les avoirs dormants, les fonds en désirance, qui sont des ressources qui devraient permettre aux caisses d'être des acteurs majeurs. Et également en tant qu'émetteur de titres longs, aujourd'hui, les États ont besoin de titres longs pour être capables de couvrir leurs besoins et d'étaler leurs long terme au regard des types d'infrastructures qu'ils doivent financer en tant qu'acteur d'approfondissement du marché secondaire. Aujourd'hui, l'évolution de la perception du risque par les investisseurs internationaux au regard des 2 dernières opérations effectuées par le Bénin sur 11 et 30 ans et la BOAD laisse augurer de très bonnes perspectives pour le marché de la dette publique dans la zone. Je voudrais finir par dire que les caisses de dépôt sont des acteurs qui sont là pour permettre aux autres acteurs du marché de jouer leur rôle. Elles ne seront pas en concurrence ni des SGI, donc elles doivent travailler en bonne intelligence avec les SGI, avec les banques et tous les autres acteurs du marché pour permettre à ce que le marché des titres puisse permettre de donner les opportunités à nos États de financer les besoins énormes qu'ils ont. Et j'espère, avec ce que je viens d'entendre au niveau du directeur de la CRAE, que nous allons pouvoir mettre ensemble nos moyens pour être capables de faire bouger les lignes au niveau du marché et permettre à ce que très prochainement, on puisse être capable de mettre sur le marché de 30 ans sur le marché régional au lieu de rester limité sur les ressources de court terme qui ne permettent pas de financer des infrastructures qui aujourd'hui demandent des financements longs et qui pèsent suffisamment sur nos États. Voici très rapidement ce que je voudrais dire. En termes de chiffres, pour finir, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir hérité des titres du marché financier, enfin des titres de la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse de dépôt et consignation du Bénin est aujourd'hui un des acteurs majeurs du marché financier, avec plus de 360 milliards de titres financiers, dont environ 196 milliards de titres du marché monétaire
et à peu près 164 milliards de titres du marché financier, du marché boursier. Et donc, aujourd'hui, la Caisse de dépôt est déjà un acteur du marché, de par sa position, et se prépare à être un acteur beaucoup plus dynamique qui va contribuer à faire bouger les titres, notamment le marché secondaire, pour permettre à nos États d'être capables et à tous les acteurs de pouvoir profiter de ce que les titres publics peuvent être un instrument majeur pour remédier ou apporter des solutions aux besoins de nos États financiers, des avoirs, des besoins très longs. Je vous remercie. Merci, M. Ouéton. Merci pour cette présentation, très enrichissante, qui nous permet donc de faire un tour d'horizon sur non seulement les actions d'une caisse de dépôt à notre niveau, mais surtout aussi de l'utilité réelle sur les marchés, surtout sur le marché des titres publics que représentent nos caisses de dépôt. Mais je reviendrai vers vous tout à l'heure parce que vu l'organisation que vous nous avez présentée, je pense qu'il y a fort à faire, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à l'organisation qu'on pourrait avoir demain pour pouvoir financer les États dans des conditions meilleures. Très rapidement, je vais passer la parole à M. Saliou Bakayoko, qui va nous faire sa présentation aussi très rapidement pour qu'on puisse très rapidement aussi échanger autour des questions qui apporteront aussi beaucoup plus de valeur ajoutée. M. Bakayoko, vous avez la parole. Oui, merci Abdou. Je pense que vous m'entendez bien et que vous avez ma communication à l'écran. Exact, nous vous entendons très bien et nous avions tout à l'heure votre communication à l'écran. D'accord, je ne vais pas être très long, mais en fait, j'avais compris dans les communications, les échanges de mails que nous avons 20 minutes, mais je vais essayer de réduire quand même. D'accord. Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, je voudrais d'abord dire que c'est un honneur et un plaisir pour moi de représenter l'Alsacie à ce panel-là. Et avant tout propos, je voudrais donc, au nom des membres de notre corporation, de l'Alsacie et à mon nom propre, dire merci aux organisateurs, aux organisateurs de cette rencontre-là, qui est d'intérêt, je veux dire, dont l'intérêt n'est plus à démontrer pour nous les assureurs, sur le thème de gestion collective et investisseurs institutionnels. Alors, nous sommes donc invités à partager, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'avais un problème. Voilà, donc nous sommes invités à partager notre l'espérance des assureurs sur le thème particulier qui est donc les titres publics et outils de gestion des engagements à long terme, avec un objectif précis que le président du panel a rappelé tout à l'heure, que je vais aussi rappeler ici pour que nous ayons ça à l'esprit, échanger sur l'utilité sur l'utilité que peut avoir les titres publics pour les investisseurs institutionnels et dans le même temps évoquer les mesures pratiques à mettre en place pour un modèle opérationnel. Voilà donc les objectifs qui nous sont assignés. Alors pour ce faire, ma communication sera axée en 4 parties. La première partie, ce sera donc une brève présentation de l'Alsacie et rapidement de moi-même. Et ensuite, alors les titres publics, quelle utilité pour les assureurs de la zone et quel a été notre positionnement jusqu'à ce jour? Et ensuite, quelles mesures incitatives que nous devons mettre en place? Et enfin, quelles réformes et organisations pour accroître la part des assureurs dans les titres publics? Voilà donc un peu ce que je me propose de faire en ces 10 ou 15 minutes. OK. Alors, rapidement, présentation de moi-même de la CI. Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite parce qu'il y a une partie qui est réservée à ça. Je suis donc Saliou Bakayoko, de nationalité ivoirienne, directeur général de Suno Assurance Vie Côte d'Ivoire, la filiale donc, du groupe Suno en Côte d'Ivoire, et en même temps le président de l'association des sociétés d'assurance l'Alsacie. C'est à ce titre donc que j'interviens ici ce matin. Alors, permettez-moi de me présenter rapidement l'Alsacie, qui est l'association donc des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Alsacie, en termes de configuration, c'est 38 membres, 21 sociétés d'assurance non-vie, 10 sociétés vie, 5 réassureurs, un fonds de garantie,
Et quelque chose de particulier qui n'existe pas sur les autres marchés de la zone, c'est que la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, est membre de l'ASACI. Peut-être que nous allons demander à M. Ouetton ou bien à la Caisse de dépôt, à l'Assina Fofana, d'être bientôt membre de l'ASACI aussi. Voilà, ça va augmenter notre base de cotisation. Alors, c'est un bureau exécutif de 12 membres, dont j'ai l'honneur d'être le président, avec un secrétaire général permanent et qui dirige une équipe de 5 personnes au quotidien. Aujourd'hui, l'ASACI est une institution prestigieuse, avec son siège qui lui appartient sur à peu près un peu plus de 1000 mètres carrés. Et tenez-vous bien, avec des cotisations qui sont récupérées pratiquement à 100% chaque année, tout en sachant que l'adhésion n'est pas obligatoire. Mais toutes les sociétés sont aujourd'hui membres de l'ASACI. En tout cas, aujourd'hui, nous, la vision, c'est de faire de l'ASACI un centre d'excellence pour toute la sous-région et même, je veux dire, pour toute l'Afrique. C'est là nous avons bâti donc un plan stratégique qui est en cours de développement, dont la première actant, ce sera la digitalisation ou l'automatisation, comme on appelle, la dématérialisation de l'attestation d'assurance. C'est un projet qui est déjà en cours. Voilà donc pour la présentation de l'ASACI. En ce qui, alors, ce n'est pas fini, le chiffre d'affaires de société d'assurance de Côte d'Ivoire au 31 décembre, c'est 389 milliards, environ 390 milliards, et contre 359 milliards en 2018, ce qui nous amène donc à peu près une progression de 8%. Alors, ce qui nous importe ici, c'est la répartition de ces chiffres d'affaires entre les activités d'assurance vie et non-vie. C'est important parce que pour la suite, nous allons voir. Aujourd'hui, ce chiffre d'affaires est réparti dans des proportions de 43% pour l'assurance vie et 57% pour l'assurance non-vie, ce qui n'est pas très courant en Afrique. Généralement, en Afrique, c'est l'assurance dommage non-vie qui domine, mais en Côte d'Ivoire, je crois que dans peu de temps, la vie va dépasser l'IRB. Alors, après cette brève présentation, deuxième titre, les titres publics. Quelle utilité pour les assureurs de la zone et quel est leur positionnement à ce jour? Alors, pour cela, quelle utilité? Bon, je crois que l'utilité des assureurs, notamment pour les assureurs, résulte de deux choses. Il y a une que je pourrais dire, c'est de la nature de nos opérations. Comme disent les Ivoiriens, dans le langage populaire, ils disent c'est naissance. Voilà, c'est naissance. On peut dire ça comme ça. Nous sommes nés, c'est comme ça. C'est vraiment... Alors, c'est-à-dire, nous, nos opérations, comme l'a dit peut-être le directeur de la caisse, nous avons des engagements, nous prenons des engagements à long terme et nous devons voir donc des aspects qui matchent avec ces engagements à long terme. C'est toute la nature de nos opérations, notamment financières. Et puis donc, ça résulte aussi de la réglementation de nos activités. C'est-à-dire la réglementation de nos activités nous amène à aller vers les longs titres. Alors, permettez-moi de rappeler brièvement cette réglementation-là. C'est important de le comprendre. Elle est basée sur la protection des assurés, qui est la règle fondamentale en matière de toute réglementation d'assurance et particulièrement la réglementation des gestions actifs passifs. Ainsi, notre réglementation et la réglementation du Code CIMA qui est commun à l'ensemble des pays de l'UMOA, ça me facilite la tâche parce que tous les pays de l'UMOA sont membres de la CIMA. Ainsi, la réglementation de la question des actifs et des passifs cherche à vérifier que l'assureur a suffisamment de moyens financiers pour faire face à ses engagements avec les assurés et qu'il a bien évalué ces engagements-là. C'est important d'abord que lui-même il ait bien évalué ces engagements qu'on appelle dans nos jargons provision technique et dont la plus grande partie pour les assureurs vie est la provision mathématique. Et puis que l'assureur ne prend pas trop de risques par rapport à ses fonds propres et que les placements de l'assureur sont de bonne qualité. Voilà un peu les règles prudentielles de la gestion des actifs dans notre domaine. Donc vous comprenez qu'avec ça, les titres longs sont quand même des outils privilégiés pour nous. Et je voulais donc dire, et de cette règle-là, vous voyez, de cette règle résulte un peu la structuration du bilan et du passif des compagnies d'assurance. Quand vous regardez l'actif, vous allez voir le passif, il y a tout ce que nous appelons placement admis en couverture des engagements et les autres admis en couverture et autres actifs. Et de l'autre côté, tout ça, on appelle ça engagement admis. Et actifs admis. Et de l'autre côté, nous avons les passifs, tu as les fonds propres, les provisions techniques là, que je disais, qui reprennent nos engagements donc, et les dettes privilégiées et autres passifs que nous appelons les engagements réglementés. On est d'accord? Donc, et nous avons donc une règle fondamentale, c'est qu'à tout moment, les actifs là doivent être supérieurs au moins égaux aux engagements réglementés, sinon il y a problème. Et c'est ainsi que donc est défini le catalogue de placements qui fait une large part aux obligations au titre d'État. Vous voyez, les obligations d'État, les institutions, nous devons avoir minimum
15% de nos engagements dans les obligations d'État, particulièrement les titres d'État, et 50% maximum. C'est-à-dire, s'il y a 100 d'engagement technique, de provision technique, 15% au moins, 15 doivent au moins des obligations jusqu'à concurrence de 50. Et puis, nous avons le reste, les obligations et actions cotées des sociétés, et puis les OPCVM. Nous avons l'immobilier, nous avons les prêts garantis par l'État, les prêts garantis aux personnes morales et physiques, justement des prêts hypothécaires ou des prêts garantis par un établissement financier de la zone, et puis les prêts ou dépôts à terme qu'on appelle souvent les liquidités. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment... Mais quand vous regardez ce tableau, vous voyez que la part belle est faite bien aux obligations au titre d'État de façon générale. Donc, c'est pour dire que, en fait, l'utilité pour nous, je veux dire, la question ne se pose pas. Je ne devais même pas perdre le temps là-dessus, mais pour la structuration de mon intervention, j'ai dû en parler. Maintenant, quel a été notre positionnement jusqu'à aujourd'hui dans les titres publics? Regardez, alors, je vais faire donc une brève analyse de la répartition des placements des assureurs de la zone, UMOA bien sûr, par type de placement autorisé par la réglementation. On va donc voir un peu cela. Alors, il faut savoir que le placement des assureurs de l'UMOA au 31 décembre 2019, selon le dernier rapport annuel de la FANAF qui a été présenté en 2020, c'est 1943 milliards de placements qui ont été jetés dans l'économie et répartis par membres comme suit. Alors, on a le pays, le Bénin. Bon, ici, je n'ai pas les chiffres de la Guinée-Bissau, mais les 1943, ils sont répartis comme ça et on regarde bien, on voit bien que la Côte d'Ivoire a pratiquement la grosse partie. Le total fait 892 milliards pour la Côte d'Ivoire sur les 1943. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de voir comment ces 1943 milliards sont répartis. Alors, je vais me limiter ici, comment ces 1943 milliards sont répartis entre la vie et non-vie. Les sociétés d'assurance vie et les sociétés d'assurance non-vie. Vous voyez? Alors, je crois que là aussi, c'est sans commentaire, c'est l'essentiel. 67% des placements reviennent à l'assurance vie. Donc, c'est la nature aussi de leurs opérations. C'est tout à fait normal, ce n'est pas étonnant. Alors, ce que je vais donc faire par la suite, je vais me limiter seulement à commenter le placement de l'assurance vie, c'est-à-dire les 1301 milliards de l'assurance vie, qui est réparti donc par support de placement comme suit. Voilà, c'est ça qui est important et c'est ça qui nous intéresse. Pour les obligations, c'est 30%. Pour les actions, c'est 17%. La liquidité, 35% et les autres, 7%. Bon, déjà, on va apparaître que vraiment la liquidité domine encore notre marché, mais il y a eu beaucoup d'efforts. Au début, nous sommes partis des années, je veux dire 90, où l'immobilier dominait. Aujourd'hui, l'immobilier fait moins. Nous, aujourd'hui, les obligations commencent à sortir la tête, même si les liquidités restent encore. Et tout en disant que les actions ont été boostées ces dernières années, ces actions, on aurait pu continuer encore. Nous, c'était deux derniers règlements qui sont sortis, disons, courant 2018, qui vont freiner un peu l'intervention des assureurs sur les actions, parce que les conditions sont un peu difficiles. Tout de suite, il faut commencer à constituer des provisions dès lors que vous avez des moins-values qui dépassent les 5%. Bon, ça, ce n'est pas facile à gérer. Donc, finalement, je pense que cette progression, elle n'est pas mal. Alors, pour dire quel a été notre positionnement, je vais voir les exemples d'ailleurs. Je vais donc comparer la zone UMOA à quelques pays de l'OCDE. Donc, j'ai pu avoir les statistiques au 31 décembre 2018. Vous voyez, alors, en zone UMOA, je remets le tableau de tout à l'heure. Nous sommes en ce qui concerne les obligations. Je n'ai pas dit que toutes ces obligations qui représentent 30% des actifs des compagnies de la zone, tout n'est pas forcément dans les titres publics, mais par expérience, connaissant les chiffres, l'essentiel est dans les titres publics. Quelques rares obligations privées sont dans nos portefeuilles. Alors, donc, si je compare à ce qui se passe dans les pays de l'OCDE, j'ai donc sélectionné, c'est tous les pays de l'OCDE qui avaient été donnés, j'en ai sélectionné quelques-uns. Il se trouve que quand vous regardez, et ici les obligations, ça c'est spécifiquement les titres d'État pour ces pays-là, c'est toujours en pourcentage. Vous voyez que bon, le pays peut-être le mieux, le plus, disons, qui place beaucoup plus en titres d'État, c'est l'Allemagne avec 47%, non, le Japon, pardon, 49% et l'Allemagne. Mais les autres, nous sommes à peu près dans les mêmes eaux. Si vous regardez 32%, 33%, nous sommes à 30%. Donc,
ça pour dire que, bon, le positionnement n'est pas mauvais. Le positionnement n'est pas mauvais, mais ce que je peux tirer donc de ces statistiques, c'est de dire que, au regard donc de ces chiffres, de quelques chiffres de l'OCDE, et d'une réglementation de placement plutôt favorable, vous l'avez remarqué, plutôt favorable au titre d'État, nous pouvons dire qu'avec un taux de 30,55% en obligations essentiellement publiques, les assureurs de la zone UMOA peuvent mieux faire si on se réfère au taux de liquidité qui est encore de 30 et quelques. Je me suis trompé, ce n'est pas 17 qui est encore, si vous regardez, le taux de liquidité, il est encore, je reviens là-dessus, de 35%. Donc, au regard de cela, honnêtement, on peut dire que même si nous sommes dans les eaux, à peu près dans la même valeur que les pays de l'OCDE, nous avons encore une bonne marge au regard de la liquidité que nous avons et que nous avons mis dans les banques. D'ailleurs, bon, je crois que dans l'intervention d'hier, je crois que c'était l'intervention de Karamoko, qui est de ENCO, qui nous disait qu'aujourd'hui, quand nous avons regardé les banques, c'est les banques qui occupent, en tant qu'investisseurs institutionnels, 90%. C'est quand même un peu bizarre. Alors que nous avons beaucoup de DRT sur Dieu, peut-être qu'on aurait pu aller directement prendre les titres d'État, mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est quand même bizarre que ce soit les banques qui soient les investisseurs institutionnels. Surtout, j'espère peut-être qu'il se peut que ce soit sur les bons du Trésor de court terme de 3 mois où ils sont peut-être plus présents. Mais si c'est sur les titres de long terme, là, je me pose quelques questions quand même. Voilà. Donc, alors voilà un peu notre positionnement qui n'est pas mauvais, mais nous pouvons mieux faire au regard des liquidités qui existent encore. Alors, quelles mesures incitatives à mettre en place pour susciter l'engouement des assureurs? Qu'est-ce que nous avons fait? J'ai dit que les placements quand même étaient déjà favorisés les titres publics, mais il y a quelques petits réglages qu'on peut proposer. Il y en a quelques-uns, bon, peut-être au cours du débat, d'autres vont en proposer. D'abord, c'est les mesures fiscales pour prendre l'assurance vie plus attrayante et mobiliser ainsi plus d'épargne longue. Ça peut être la déduction des primes d'assurance vie de revenus imposables. C'est-à-dire que quelqu'un, un particulier, un contribuable qui a souscrit un contrat d'assurance vie, on lui permet qu'en fin d'année, son assureur lui donne une attestation et que cela soit déductible de son revenu imposable. Ça peut inciter les gens. Et que aussi pour les entreprises, ça soit la même chose, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a mis une retraite complémentaire au-delà de la caisse de retraite, que ce qu'il cotise pour la part qu'il cotise pour les salariés soit aussi revu un peu dans son revenu imposable. Et puis, au numéro 2, c'est de supprimer, par exemple, alors ça, on a un petit problème, ça fait quand même reprendre un niveau de trésorerie qui n'est pas négligeable, qui peut nous permettre d'acheter quelques titres d'État, c'est de supprimer les frais de contrôle sur les primes d'épargne collectées par les compagnies d'assurance vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est une parafiscalité qui est dans chaque pays de la CIMA, où il y a des frais de contrôle qui sont pris sur les primes. On aurait souhaité que ça se limite aux primes d'essai, mais pas peut-être les primes d'épargne directement. Donc, c'est des mesures que nous pouvons. Et puis, le troisième, peut-être, c'est de revoir un peu les frais de transfert de fonds, parce que nous participons à des achats de titres d'État de tous les pays de la zone. Donc, peut-être voir comment, dans le cas de transfert d'argent, les choses peuvent se faire pour diminuer un peu le coût de transfert lorsque nous achetons des titres publics. Voilà quelques petites mesures incitatives que je pourrais proposer. Maintenant, en termes de quelles réformes et organisations pour accroître la part des assureurs dans les titres publics, là aussi, je vais être bref et rapide. C'est d'abord, première chose, c'est l'harmoniser des frais prélevés par les banques sur les primes d'assurance payées par virement bancaire qui prend une sortie importante de trésorerie pour les assureurs. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme la plupart de nos clients sont des salariés, et ils ont l'ordre de virement pour prélever leurs primes. Et lorsque nous allons à la banque, de même banque à même banque, les gens nous prennent des frais qui sont exorbitants et qui font des sorties de trésorerie importantes pour nous. Donc, je pense que là, il faut voir, en termes d'organisation opérationnelle, ça s'est fait, je propose, enfin, les assureurs pourraient proposer une réunion entre banquiers et assureurs de la zone d'une part et autorités de tutelle. Nous avons la chance d'avoir des autorités de tutelle. C'est la CIMA chez nous, la BCA pour les banquiers, pour envisager une réunion qui pourrait voir comment nous pouvons faire ça pour que ces coûts diminuent, voire même disparaissent. Okay. La deuxième chose que je dis, c'est, alors, on a les indemnités de fin de carrière. Vous savez, dans le cadre des conventions collectives, dans la plupart de nos pays, les employeurs sont obligés de constituer des indemnités de fin de carrière pour leurs compagnies. Qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que généralement, les gens, ils ont des écritures comptables qui constatent leurs engagements, mais à la fin, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'actifs en face. L'État de Côte d'Ivoire et un certain nombre d'États de la zone d'ailleurs l'ont compris,
dans les années 2005, ils ont consenti à une déductibilité fiscale pour les entreprises. C'était une situation à l'effet qui acceptent d'externaliser la gestion de leurs indemnités de fin de carrière auprès d'une compagnie d'assurance. Donc, ils ont dit que tous ceux qui vont accepter, il faut déduire un peu ça de leur... Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut rendre cela obligatoire, notamment pour les entreprises publiques. Il faut rendre l'IFC obligatoire de la gestion auprès des sociétés d'assurance avec peut-être une obligation aussi d'investissement des primes collectées dans les titres publics. C'est-à-dire que lorsqu'on va rendre les IFC obligatoires, peut-être pour les entreprises et notamment publiques, les primes qui seront collectées peuvent être affectées au titre public, par exemple. Voilà une proposition. Et enfin, la dernière proposition, il y a aujourd'hui dans la plupart de nos pays, il y a un enjeu majeur qui est les projets de réforme en cours de nos différentes caisses de retraite qui veulent mettre en place des caisses de retraite obligatoires gérées par capitalisation. Mais nous souhaitons, et comme souvent nous l'entendons, que ça devait être géré par la caisse seule, ce qui va mettre les assureurs vivre vraiment dans des problèmes, incapables d'atteindre des niveaux de chiffre d'affaires assez consistants pour rémunérer les fonds propres. Donc, que nous soyons associés à ces projets-là et que nous partageons les choses au niveau de la capitalisation qui est notre métier de base. Voilà donc ce que je voulais corriger, dire avec vous. Et en termes de conclusion, je dirais qu'il existe encore beaucoup de marges pour les assureurs. Il y a quelques réglages à faire, il y en a donné quelque chose. Et dans tout ça, il faut maintenir un niveau de taux de titre, un niveau minimum de titres de garantie, parce que la plupart de nos contrats, c'est des contrats à taux garanti. Et aujourd'hui, nous avons le contexte européen où les taux bas créent beaucoup de problèmes aux compagnies d'assurance vie. Tout ce que nous sommes en train de dire ne sera vraiment faire que si on arrive à maintenir un niveau minimum de taux, tant que la plupart de nos contrats sont des contrats à taux garanti avec un minimum de 3,5%, c'est un maximum de 3,5% qui aujourd'hui peut faire mal si nous arrivons à la même situation que le marché européen. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Bon, j'ai fait exactement 19 minutes, Abdou. J'avais préparé pour 20 minutes, comme on avait dit, donc je suis dans le temps, même si ça a été un peu long. Vous êtes le roi du pétrole. Ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cette brillante présentation. Et nous reviendrons sur les questions. Et je vais aussi en profiter pour remercier nos 3 panélistes qui nous ont vraiment arrosé avec des présentations de haut niveau. Nous les remercions encore très bien. Et je voudrais passer à quelques petites questions pour chaque panéliste avant de revenir sur les questions-réponses avec le public. Je vais commencer par M. Silla, qui a commencé par prendre la parole, qui se trouve être aujourd'hui à la tête d'une caisse de retraite. Aujourd'hui, nous savons tous que la retraite est un réel problème en Afrique. La raison, c'est que nous avons connu les retraites de base que gèrent les États et nous savons tous que ces montants de retraite ne sont pas conséquents pour pouvoir assurer à un travailleur retraité au moins les 60% de son dernier revenu. Et dans ce contexte, quand vous prenez des entités financières comme les banques, les assurances et autres qui adhèrent au CRAE, je pense qu'ils ont encore cette chance d'avoir des revenus à la retraite beaucoup plus conséquents. Mais j'aurais souhaité qu'on réfléchisse sur comment organiser le marché pour donner la possibilité à tous les autres acteurs du marché, que ce soit les acteurs du formel, les acteurs de l'informel, à pouvoir ajouter dans leur retraite de base un montant conséquent. Dans ce contexte, j'ai pensé à ce qui se fait chez notre miroir, parce que vous savez, on ne peut pas prendre des références en Chine ou en Pologne. Nous avons la France comme miroir informant et de temps en temps peut-être déformant, mais quand on regarde l'avènement des articles 83 en France, c'est-à-dire qu'on a imposé, les États ont imposé à la plupart des entreprises à ouvrir un compte d'épargne entreprise pour chaque salarié. Le salarié cotise une partie, l'employeur bonifie une partie et ces montants sont bloqués pendant un certain temps
qu'on appelle des contrats article 83 et qui ont développé la retraite complémentaire. Je voulais savoir, M. Sylla, qu'est-ce que vous pensez de telles innovations et qu'est-ce que vous avez encore à nous proposer comme innovation pour pouvoir développer la retraite dans notre sous-région? Merci, M. Cissé. Alors, vous touchez là à un pan de la problématique en matière de retraite dans nos pays. Comprenez, si la caisse de retraite par répartition avec épargne a été créée par la Banque centrale, c'est justement parce que les caisses de retraite de base, les caisses de retraite locales ne donnaient pas suffisamment satisfaction en termes de pension au personnel de la Banque centrale. Donc, à l'origine, c'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas été facile parce que déjà, ouvrir une caisse parallèle qui devrait être la caisse principale pour le personnel d'encadrement de la Banque centrale, mais complémentaire pour le personnel non cadre, c'était, je dirais, frustrer les caisses locales déjà d'une partie des cotisations. Mais comme la Banque centrale traverse quand même 8 pays, on a pu, avec l'appui du gouverneur, on a pu mettre en place cette caisse et on l'a après élargie. On est passé au secteur financier. Ça n'a pas été également facile. Il a fallu qu'on démontre aux caisses locales que nous sommes plutôt complémentaires et que nous n'étions pas concurrentiels. On n'était pas des concurrents. Parce qu'en matière de retraite, vous voyez, quand vous allez à la retraite, votre revenu diminue. Donc, tout ce que vous pouvez avoir comme revenu complémentaire, je crois que c'est la bienvenue, c'est tout bénéfice. Donc, tout ce qu'on peut mettre en place comme action de retraite complémentaire, tout ce qu'on peut mettre en place comme produit de retraite complémentaire, je crois que ça devrait être la bienvenue. Alors, nous ne pouvons pas aller pour le moment au-delà du secteur financier. Mais nous sommes quand même allés jusqu'aux assureurs. Vous savez, les difficultés qu'on peut même avoir déjà avec les assureurs, qui peuvent estimer qu'on va un peu grappiner sur leur terrain parce que les assureurs vie diront qu'ils mobilisent de l'épargne et que pour ce qui est de la CRAE, on mobilise de l'épargne, mais en réalité, ce n'est pas le même terrain. Nous faisons la retraite par répartition que les assureurs ne peuvent pas faire. Les assureurs, quand ils collectent des fonds, ils font des placements sur le marché, c'est la capitalisation qu'ils peuvent faire. Or, la retraite complémentaire que nous faisons, c'est la retraite par répartition, c'est entre générations, c'est-à-dire que c'est la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire, pour le moment, vous cotisez pour ceux qui sont déjà à la retraite. De telle sorte que quand vous serez à la retraite demain, ceux qui sont en activité peuvent cotiser pour vous. Mais ça, les assureurs, dans leur ADN, ils ne sont pas destinés à faire cela. Alors, nous avons mis en place des produits jusqu'à la couverture médicale qui sont des produits qui sont adaptés aux retraités. Mais on ne peut pas aller dans le grand public pour le moment, sinon ce serait faire de la concurrence déloyale. Alors, M. Bakayoko a tantôt parlé, le président de l'Azassi a parlé un peu de la caisse de retraite. Il y a une caisse de retraite en Côte d'Ivoire qui est la caisse de retraite des agents de l'État, la CEGRAE. Alors, la CEGRAE, c'est la Caisse générale de retraite des agents de l'État, a décidé de mettre en place une retraite par capitalisation, mais obligatoire. Donc, il est intéressant également que la CEGRAE associe les assureurs. Non seulement pour en faciliter la gestion, mais s'il y a une gestion collégiale, je pense que l'objectif que nous recherchons sera nécessairement atteint. Parce qu'en matière de retraite, il y a toujours un pilotage, et un pilotage qui est très, très complexe. Quand vous élargissez la base de réflexion
la base des personnes qui peuvent y réfléchir, surtout des techniciens, ça vous donne beaucoup plus de chances. Donc, à la matière, le besoin, il est là. Ils sont nombreux qui viennent nous trouver, qui veulent entrer à la CRAE, parce que les banques commerciales, on est à 99% des banques commerciales. Les assureurs, ça commence, mais je sais qu'ils vont venir. 2021, c'est la COVID qui a tout retardé. Donc, pour vous dire, M. Cissé, que le besoin est là, l'effort est fait, mais il faut que nous essayions de mettre ensemble nos forces pour faire bouger les choses en la matière. Parce que l'objectif, c'est qu'à la retraite, quand vous avez un agent, vous savez, on juge parfois de l'image de la société en regardant ses retraités. C'est ça. Si vous avez des retraités qui sont dans un état, qui sont pauvres, qui ne s'en sortent pas, on dira, mais il a travaillé pendant 30 ans dans telle société. Ça veut dire que la société-là ne traite pas bien son... C'est vrai. Non, mais c'est compréhensible. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette réponse qui est d'une clarté. Donc, ça devient même, à la limite... Oui. Oui. Donc, je disais que je vous remercie beaucoup pour la réponse. D'accord, et que c'était d'une clarté non négligeable. Je vais m'adresser à M. Brice Huiton pour savoir un tout petit peu par rapport à tout ce qu'il nous a exposé sur la caisse de dépôt et consignation. Donc, on est vraiment en train de voir quelle forme d'innovation on pourrait proposer à eux à titre. Et dans ce contexte, je reviens toujours sur notre miroir, hein, ce pays, la France, avec qui on a des relations qui tendent presque vers l'infini. Et lorsqu'il s'est agi de développer les pays occidentaux, après la Seconde Guerre mondiale, un pays comme la France a été développé par ce qu'on appelle le circuit de Bloch-Lené, qu'on appelle encore le circuit du trésor. C'est-à-dire, comment ça se passait? Toutes les grandes entreprises qui existaient en France avaient l'obligation de déposer une bonne partie de leurs avoirs à la caisse des dépôts et consignations. Et l'État avait la possibilité de les utiliser pour financer son développement. Alors, un tel projet, comment, M. Huiton, voyez-vous une duplication d'un tel projet dans un contexte peut-être de mutualisation de l'ensemble de nos caisses de dépôt pour pouvoir participer vraiment au financement des États avec les titres financiers. Oui, je vous remercie. J'espère que vous m'écoutez. Je vous entends bien. D'accord, très bien. Merci pour la question. Je pense que les caisses de dépôt ont effectivement un rôle à jouer, mais l'analyse que nous devrons faire d'une façon générale doit tenir compte de l'ensemble du contexte pour ne pas mettre en marge d'autres acteurs. L'économie globalement fonctionne en chaîne. Cette solution peut être en France en ce moment-là était là parce que peut-être les banques et les autres acteurs du marché n'étaient pas aussi influents pour contribuer. Et donc, lorsque nous mettons en place une structure de ce type-là aujourd'hui, nous risquons de mettre en danger un pan du secteur financier qui constitue les banques. Et donc, je pense honnêtement, on peut réfléchir autrement. Les caisses de dépôt aujourd'hui gèrent suffisamment d'autres types de ressources. On peut récupérer les avoirs dormants, on peut récupérer les fonds en différence en collaboration avec les assureurs. Il y a beaucoup d'autres secteurs dans lesquels on pourrait intervenir sans être en train de mettre en œuvre un modèle à l'identique de ce que vous venez de présenter. Parce que n'oublions pas, les caisses de dépôt, au regard de leur puissance, parce qu'ils sont en train de venir sur un secteur où d'ici à là, ils deviendront les instruments, les institutions les plus puissantes financièrement, puisqu'elles reçoivent les avoirs des caisses de dépôt, des caisses de sécurité sociale qui précédemment étaient gérées par les caisses de sécurité sociale.
Vous imaginez, la CNSS aujourd'hui, pour avoir transféré ses avoirs, ses réserves techniques, parce que les réserves de sécurité sont restées à la CNSS, donne aujourd'hui le privilège à la Caisse des dépôts d'être aujourd'hui le meilleur investisseur institutionnel, parce que c'est elle qui était l'investisseur institutionnel le plus puissant de l'année dernière sur la bourse. Et donc, si en plus de ça, on met en place des instruments qui arrachent des ressources à d'autres acteurs du secteur, on risque de les mettre en difficulté. Donc, ma préoccupation, ma suggestion serait de voir comment est-ce que les caisses de dépôt peuvent travailler en subsidiarité pour conforter les autres acteurs, puisqu'elles ont les moyens de mobiliser beaucoup d'autres types de ressources. Nous avons les fonds de consignation qui sont gérés par nous. Nous avons les excédents de fonds de l'État qui sont des ressources longues et qui sont déjà gérés par nous. Nous avons les avoirs d'amende sur lesquels nous travaillons avec la Banque centrale pour qu'avec le temps, ça puisse être profitable. Et donc, nous devons laisser des compartiments également aux acteurs et voir comment on mutualise les efforts pour arriver à n'ébranler aucun acteur dans ce dispositif parce que tous les acteurs comptent. Et c'est ça qui est le message que je voudrais porter et répondre à votre préoccupation. Merci, M. Ouetton. La réponse est très claire. Vraiment, je comprends très bien votre position et je me l'accorde aussi. Ce que je voulais peut-être dire, c'est par rapport au fait qu'on a beaucoup de grandes entreprises qui existent chez nous et qui très souvent ne participent pas à la création de la vraie valeur ajoutée chez nous. Donc, quand je parle de toutes les grandes entreprises, je voulais vraiment élargir le champ pour que si nous récupérons chez nous des multinationales, des sociétés étrangères, qu'ils aient le devoir aussi de participer à notre développement. C'est-à-dire qu'une partie de leurs fonds puisse être mobilisée par les caisses de dépôt pour développer le marché. Oui, là, je suis totalement en phase avec vous. Mais ceci arrivera lorsque les caisses de dépôt, qui sont des instruments nouveaux, vont acquérir la notoriété qu'il faut. Les caisses de dépôt sont en train de travailler pour que, puisque nous sommes dans un système relativement libéral. Et donc, on ne peut pas aller imposer à des acteurs comme ça de venir. Mais lorsque les caisses de dépôt seront suffisamment efficaces et vont pouvoir offrir ces possibilités-là, je crois que tout naturellement, dans leur fonction de gestionnaire de compte de tiers, ils seront capables de mobiliser même des ressources chez les assureurs qui ont besoin des gens aujourd'hui qui puissent leur assurer les rendements qu'ils veulent. Et donc, si c'est possible, je pense qu'on peut y arriver. Mais aujourd'hui, la hantise de tous les acteurs, c'est d'une caisse de dépôt qui viennent faire partie de tous les acteurs et les mettre en mal. Et donc, du coup, la stratégie globale, en tout cas pour ce qui concerne le Bénin et l'ensemble des caisses de dépôt, c'est de rassurer les acteurs, de travailler progressivement à la notoriété qu'il faut pour conforter les différents acteurs y aller. On peut, bien entendu, mutualiser les moyens. Il y a beaucoup d'autres aspects. On pourra longtemps discuter sur comment est-ce qu'on peut faire amener ces structures-là à venir accompagner à travers le marché des titres. C'est-à-dire que si aujourd'hui le marché des titres est suffisamment liquide et que le marché secondaire fonctionne, on peut bien faire participer à ces acteurs-là à travers les réformes qu'on fera sur le marché pour qu'ils puissent participer. Mais l'instrument aujourd'hui de force, va être pour ma part extrêmement difficile à mettre en œuvre au regard déjà de la hantise que les gens ont des caisses de dépôt qui sont des mastodontes en train de venir dans Merci, M. Ouetton. Merci pour la réponse. Alors, je vais m'adresser à M. Bakayoko, aussi toujours dans l'optique de la demande de UEMOA titre, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'objectif recherché autour de ce panel, c'est qu'on puisse proposer quand même quelques innovations, quelques avancées pour bâtir ensemble un modèle qui est opérationnel. Alors, on est toujours dans l'esprit de mobiliser l'épargne. Et M. Bakayoko, qui est assureur, qui connaît le marché, qui a été acteur de la FANAF, qui travaille encore beaucoup dans le relationnel FANAF-Ciment. Et donc, je voulais te poser une question dans ce contexte d'innovation. Et je prends toujours le miroir, hein, je ne vais pas chercher beaucoup plus loin. Lorsque les Français ont été réticents par rapport à l'investissement sur les marchés financiers,
l'État a eu l'intelligence de lancer les plans épargne populaire, que à la fois les banques et les assureurs avaient la possibilité de commercialiser. L'idée, c'était quoi? C'était de dire, si vous avez 100, vous l'amenez sur un contrat plan épargne populaire, et le mot plan est important, on vous garantit sur les 80, 3,50 tous les ans. Sur les 20, on va les récupérer, on va les mettre en bourse pour financer les petites et moyennes entreprises. Pourquoi ce décalage? En tant qu'assureur, vous allez me comprendre, parce que l'idée, c'était que si le plan était gardé pendant 8 ans, les 80 capitalisés à 3,50 feront certainement 100, et que donc, même si la bourse se casse la tête, les 20 qui ont été investis, même si ça devient 0, ce qui va se passer, c'est que l'investisseur aura toujours récupéré son net investi qui était de 100. Cet esprit a eu un développement extraordinaire au point où l'État était obligé de fermer les PEP parce que nous ne pouvons plus garantir les montants. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui dans un marché comme le nôtre de la zone UEMOA d'un modèle de ce genre? Sinon, qu'est-ce que vous proposez réellement pour inciter vraiment les investisseurs, donc les particuliers surtout et les entreprises, à venir investir dans vos innovations de contrats en unité de compte? Monsieur Bakayoko. Voilà. Merci Cissé. Merci Cissé. Tu me permets d'aborder là un sujet, une problématique vraiment très importante de l'assurance vie particulièrement. Parce que quand vous regardez l'évolution des produits, bon, aujourd'hui dans notre zone, à l'image un peu de la France, c'est le produit d'épargne qui domine. Ce qui n'est pas quand vous allez dans les zones anglophones, quand vous leur présentez le produit d'épargne, ils vous disent non, vous ne faites pas de l'assurance. Moi, c'est m'est arrivé, j'ai présenté la note technique dans le cadre d'un séminaire à Nairobi. C'était à l'époque à l'ICO. Le gars m'a dit non, mais ce que tu me montres là, ce n'est pas de l'assurance. Mais bref, aujourd'hui, par contre, en Europe, ça reste encore, en Allemagne, l'Allemagne reste encore calé sur les produits classiques d'assurance où il y a le risque de chèque. Mais quand vous allez en France, on est même passé des produits d'épargne aux produits en unité de compte. Ce n'est pas encore arrivé chez nous. Et nous constatons tous d'ailleurs que dans le cadre aujourd'hui des solutions pour trouver les taux négatifs en Europe, les gens sont en train plutôt beaucoup de glisser vers les contrats en unité de compte. Nous l'avons commencé. Personnellement, moi, nous l'avons commencé dans notre compagnie. Je peux dire que ça a beaucoup donné. C'était avec une banque de la place, nous l'avons vendu sous forme de banque assurance. Ça a beaucoup donné même. Malheureusement, et c'est là le cadre réglementaire, on a eu beaucoup de problèmes avec notre partenaire qui gérait les actifs. Je ne dirais pas le nom, mais jusqu'à présent, ça crée un gros problème sur le marché. Ce n'est même pas les assureurs seulement, parce que le gestionnaire d'actifs en question avait vendu aussi le produit à beaucoup d'autres entités, notamment les entités du secteur public, les sociétés d'État, et même l'armée, la police. Donc, ça fait que ça nous a refroidi. Aujourd'hui, les contrats en unité de compte dans nos zones, c'est ce schéma qui est pendant encore sur le marché. D'ailleurs, j'en profite dès que le ministre des Finances ou bien le gouvernement va aider à régler le problème. Sinon, c'est des milliards aujourd'hui qui sont dans nos comptes et que nous ne savons pas. Enfin, chaque année, nos commissaires aux comptes nous font des remarques là-dessus. C'est des observations à ne point fini. Donc, alors que la solution, on ne sait pas parce qu'il y a une question de réglementation à l'époque sur les sous-jacents de ces fonds communs de placement. L'immobilier dans notre zone n'est pas admis comme sous-jacent des fonds communs de placement aujourd'hui. Et la structure en question avait fait de l'immobilier, mais la CREMPF, le gendarme du marché financier, avait refusé l'affaire. Et l'argent, on ne sait pas où l'argent est parti, donc nous sommes les deux. C'est pour dire, assister, c'est vrai, la solution pourrait être le contrat en unité de compte, mais aujourd'hui, il faut encore que cette confiance-là renaisse. Nous sommes tous prêts à y aller, et ça pourrait être la solution, effectivement. Le contrat en unité de compte peut être la solution. Merci. D'accord, d'accord. Merci, M. Bakayoko, parce que c'est vrai que si le problème se pose au niveau de la société de gestion des actifs financiers au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que ça crée un frein autour de cette commercialisation des produits en unité de compte. Donc, je pense que l'alerte est lancée aussi du côté de UEMOA Titres pour voir avec le système bancaire comment faire pour fluidifier vraiment ces
cette gestion d'actifs dont les assureurs ont besoin pour pouvoir bien commercialiser les contrats en unité de compte. Parce que moi, je reste convaincu que si jamais on incite les particuliers, les entreprises, les ménages à investir une partie de leurs avoirs en bourse, la mobilisation de l'épargne va exploser. Ça, j'en suis persuadé. Alors, une question encore, parce que je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, que je vais poser à M. Sylla, mais M. Bakayoko pourra répondre aussi parce que vous êtes tous les deux concernés. C'est l'histoire des IFC. Vous en avez parlé tout à l'heure, et c'est vrai, parce que si UMOATIT nous invite à réfléchir sur comment mobiliser l'épargne, mais je pense que si les solutions que nous proposons là sont mises en place, nous allons voir le financement des États exploser. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises dans toute la zone et ces entreprises ont des engagements. Ces entreprises ont des engagements. Le système comptable Cisco-ADA a même fait une modification au 1er janvier 2018 et a imposé à toutes les entreprises qui avaient plus de 20 salariés, je pense, à valoriser leurs engagements de retraite et surtout à les comptabiliser, à ne plus les laisser en annexe de bilan comme avant, mais à les comptabiliser. Ce qui fait donc que les entreprises maintenant ont l'obligation de mesurer leurs engagements, on leur incite même d'aller voir un actuaire, mesurer ces engagements et de les mettre au bilan. Maintenant, s'ils le mettent au bilan et qu'ils laissent le montant dans la trésorerie, si l'entreprise a des problèmes demain, les salariés auront des problèmes. Les exemples typiques, la Sotrac au Sénégal, la SIAS, la plupart des employés qui étaient aux hôtels de l'indépendance et tout. Et ça pose de réels problèmes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit y avoir un travail d'équipe au niveau de UMOATIT, les investisseurs institutionnels que vous êtes et les autorités de contrôle pour pousser les États à faire en sorte que ces indemnités de fin de carrière soient externalisées chez les assureurs? Est-ce que cette externalisation chez les assureurs et chez les caisses, ça permettra de développer l'épargne? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je peux prendre la parole premier, hein, parce que ça concerne beaucoup plus les assureurs que la caisse de retraite. Sylla. Je ne suis pas sûr. Sylla, il faut laisser ça. Sylla, il faut laisser ça. Ça, c'est notre affaire. Je crois que j'en ai même parlé dans mon exposé. Peut-être que je me suis limité seulement aux sociétés d'État. Bon, parce que peut-être sur les sociétés privées, il y a beaucoup de multinationales qui sont dans nos pays là. Bon, tu l'as dit toi-même, Abdou. Peut-être qu'ils ne vont pas être d'accord avec ça. Mais commençons par les sociétés d'État. C'est très important, effectivement. Moi, je donne l'exemple d'une société d'État qui est dans mon pays, qui a fait son IFC chez moi. Je vous ai dit que l'IFC, c'est des engagements que l'entreprise doit à ses salariés et qui doit provisionner dans le temps, mais pas provisionner par des écritures comptables, mais il faut qu'il y ait des actifs en face. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une trésorerie en face. Mais comme les gens sont dans des sociétés publiques souvent, ils sont beaucoup sollicités, ils ne peuvent pas garder de la trésorerie. Donc, cette société d'État avait fait son IFC chez moi. Mais j'avoue qu'il y a eu un départ massif à la retraite. Le jour où les gens étaient en train de faire la fête de revoir, nous sommes venus avec les chèques pour donner aux gens. Le DG m'a appelé pour dire que mais, toi, t'en fais là, ça marche bien, parce que je n'aurais jamais pu avoir autant de trésorerie pour dire que je vais payer les indemnités de fin de carrière. Il y a beaucoup d'exemples. Abdou en a cité, il y a l'exemple de Air Afrique qu'on oublie. Si Air Afrique, un temps soit peu, avait fait externaliser son IFC quelque part, on n'aurait pas eu de problème. Donc, ce qu'il dit, bon, en tout cas, il faut peut-être créer un cadre, je ne l'ai pas dit, entre UMOATIT, les assureurs, etc., voir les États pour voir comment déjà on peut commencer par les entreprises publiques et puis après aller vers le privé. Voilà. Donc, Monsieur Cissé, au-delà de l'organisation qu'il faut mettre en place, je pense qu'il y a une chose, il y a quelque chose là-dedans, il faut y faire attention quand même pour que ça marche. Il y a deux écoles en la matière. En matière de gestion totale des indemnités de fin de carrière. Même si ça devient obligatoire,
quand on a fait des placements, parce qu'on a calculé en ce moment-là, essayer de faire une actualisation de l'indemnité que M. Sylla aura dans 5 ou 6 ans. Et chaque année, on met quelque chose de côté en termes de provision. Et puis, si tout cela doit être placé, il faut faire attention. Les fruits demain, ça va revenir à qui? À l'entreprise pour améliorer sa prise en charge sociale en termes de retraite, ou bien à celui qui part à la retraite? Et ça, c'est une question fondamentale, surtout pour la SUTP. Si c'est celui qui part à la retraite, l'entreprise, est-ce qu'elle a nécessairement intérêt à placer cela auprès d'un assureur ou bien d'un assureur social, etc., d'un organisme? Est-ce qu'il faudrait pas peut-être... Je vais reprendre la parole. Ça pouvait lui revenir à l'entreprise, peut-être que ça peut pousser l'entreprise à faire le placement. M. Bakayoko, une minute, je vais peut-être répondre à M. Sylla parce qu'il touche un point très important. C'est la compréhension même de ce que c'est que l'externalisation des interfaits de carrière. Vous savez, les engagements que les entreprises... Oui. Si vous permettez. Ah, c'est l'heure. Oui, le temps qui vous a été imparti est terminé. On va continuer hors micro. Et nous nous apprêtons effectivement à lancer le prochain panel. Juste une minute pour faire un dernier tour de table pour terminer en beauté. Si vous voulez bien. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. Bon, je laisse M. Bakayoko commencer le tour de table de quelques secondes. Voilà. Pour finir. Je crois que j'ai montré que, enfin, pendant mon exposé, que bon, l'utilité des titres publics pour nous, les assureurs, il n'est pas à démontrer. Tous nous incite, que ce soit la nature de nos opérations, que ce soit notre réglementation. Aujourd'hui, cette réglementation qui est là, on peut l'améliorer, mais elle est bien suffisante pour aller vers les titres. Mais quand tu regardes le niveau de liquidité que nous avons, je pense que nous pouvons encore mieux faire. J'essaie de donner quelques pistes de réflexion, notamment en termes de mesures incitatives sur le plan fiscal, sur d'autres plans, et puis aussi quelle organisation que nous pouvons avoir. Nous avons terminé toujours par l'IFC. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose où nous pouvons faire quelque chose. Parce qu'en 2005, lorsque l'État de Côte d'Ivoire a consenti à la difficulté fiscale des IFC, nous avons vu les résultats sur nos chiffres en assurance vie. Donc, quand on va la rendre obligatoire, voilà. Merci à tous. Merci, M. Bakayoko. M. Ouetron. Voilà. Merci à tous. Merci, M. Cissé. Merci à tous les panélistes. Je dirais simplement que les titres publics sont d'une grande utilité pour nos États. Les caisses de dépôt et consignation sont là pour accompagner les États dans le financement du développement et financement très long, et qu'il est important que nous mutualisons les efforts avec les différents acteurs, chacun suivant sa spécialité et ce qu'il peut apporter pour que nous puissions aller ensemble dans le souci de financer à moindre coût et sur le très long terme nos États. Donc, j'appelle encore la mutualisation des efforts avec les assureurs, avec la CRAE, avec toutes les caisses de retraite pour qu'ensemble nous puissions lever ces défis-là, et qu'il faudra maintenant aller plus loin pour répondre aux besoins des assureurs et de la CRAE qui veulent des produits plus longs, et qu'avec les États, on puisse s'organiser à ouvrir les perspectives de mettre sur le marché des titres de plus de 15, 20 ans, voire 30 ans. Pourquoi pas? Je vous remercie. Merci, M. Ouetron. M. Sylla? Oui, mais M. Cissé, je remercie vraiment l'agence sur mon titre. Je la remercie parce que, bon, en plus, nous avons la même mère, hein, c'est la Banque centrale qui nous a créés tous les deux. Merci d'avoir organisé vraiment une rencontre comme celle à laquelle nous assistons. Et vraiment, je les encourage à continuer. C'est comme ça qu'on réussira à régler nos problèmes. Ensemble, se retrouver les acteurs pour en discuter. Voilà. Au lieu que chacun reste dans son domaine ou dans sa maison. Voilà. Merci. Merci, M. Sylla. À mon tour de conclure, je vais commencer par remercier mes 3 panélistes. Hein, vraiment. Je pense que l'assistance a pu apprécier l'ensemble des éléments qui ont été présentés. Juste en guise de conclusion, je vais encore remercier UEMOA Titre
et remercier particulièrement M. Adrien Diouf, parce que je pense qu'en 13 ans d'exercice sur le continent, j'ai fait le tour et j'ai participé à la plupart des organisations qui sont de type africain, qui sont organisées sur le marché. Et je pense que l'organisation qui est la plus importante, c'est celle-ci. Ça fait 3 ans que ces rencontres ont lieu. Je pense que je vous donne 4 ans, 5 ans. Et au moins titre, et ces rencontres représenteront vraiment les rencontres les plus importantes. Ça, je le pense. Et pour vraiment finir, c'est dire à moi titre que nous sommes sur le bon chemin et que le temps ne l'a pas permis, mais j'avais réfléchi à une solution de mutualisation à la fois des trésors et des caisses de dépôt. Et cette solution, je l'ai mis vraiment sur papier et je le remettrai à moi titre qui le diffusera à partir du 1er février sur son site moi titre. Encore merci pour vraiment cette séance et encore toutes mes félicitations à moi titre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cissé. Je vois que le débat était très intéressant et certainement nous aurons l'occasion de revenir plus amplement dans d'autres occasions et pour continuer les débats. Merci aux intervenants et à l'assistance pour les contributions à ce panel qui nous permet de mieux positionner les titres publics dans nos stratégies de gestion des engagements sur le long terme.